Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale, encore une fois, car nous venons d'apprendre que la France et l'Ouzbékistan discutent d'un contrat d'achat de Rafale. Lors de sa visite en Ouzbékistan, le président français Emmanuel Macron a abordé la possibilité d'une coopération militaro-technique avec le pays. L'Ouzbékistan serait intéressé par l'achat de 24 avions Rafale, mais la France devra faire face à la concurrence d'autres pays. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Ouzbékistan le 2 novembre 2023, la coopération militaro-technique a été l'un des sujets abordés. Selon un portail spécialisé français, Intelligence Online, l'Ouzbékistan aurait manifesté son intérêt pour acquérir 24 avions de combat Rafale. Toutefois, les modalités exactes et le financement de ce contrat potentiel restent inconnus. Le Rafale est un avion de combat polyvalent français, comme vous le savez, et fabriqué par le groupe français Dassault Aviation. Il est utilisé par l'armée de l'air française depuis 2006 et a été exporté vers plusieurs pays, dont l'Inde, le Qatar, l'Indonésie et la Croatie, mais aussi l'Égypte, comme vous le savez. La demande pour cet appareil est forte, ce qui pourrait rendre difficile la vente à l'Ouzbékistan, sauf si les cadences augmentent dans les usines de Bordeaux, ce qui serait intéressant pour la trésorerie de Dassault et le développement de nouveaux systèmes. Les acteurs de l'article d'Intelligence Online évoquent la possibilité que la France propose à l'Ouzbékistan une alternative sous forme de stock existant de Mirage 2000, une autre version d'un avion de combat de Dassault qui est plus utilisé par l'armée de l'air française, mais qui a été le fer de lance de l'armée de l'air française pendant de nombreuses années avant l'arrivée du Rafale. Alors cet avion de combat est encore utilisé en combat non pas air-air, mais plutôt air-sol, avec le Mirage 2000D qui a été modernisé et qui est toujours en service sur la base aérienne de Nancy. Mais ce n'est pas alors un avion de combat proprement dit, c'est plutôt un avion là d'attaque au sol. L'Ouzbékistan est le premier pays de l'ancien bloc soviétique et le deuxième pays utilisant des MiG-29 à exprimer son intention de remplacer sa flotte militaire de l'ex-soviétique par des Rafales français. Selon The Military Balance en 2023, l'Ouzbékistan dispose actuellement de 12 MiG-29 et MiG-29UB en service et de 18 du même type en réserve. Il a également mis en conservation 26 avions de combat Sukhoi 27. L'armée de l'air ouzbek possède également 12 avions d'attaque Su-25 et 15 bombardiers Su-24 en stockage. Le budget de la défense de l'Ouzbékistan pour l'année 2023 s'élève à 1,4 milliard de dollars. Le pays cherche à moderniser ses forces armées et à renforcer ses relations avec les pays occidentaux. La France n'est pas le seul partenaire potentiel de l'Ouzbékistan dans le domaine de la défense. En février 2023, la Serbie a décidé d'acheter des Rafales, ce qui a été perçu comme une trahison par la Russie, son allié traditionnel. Le temps de vol des Rafales dans l'armée de l'air française avait augmenté, atteignant 290 heures par an. Cette hausse est due au retrait de 24 appareils de la flotte en 2023 pour honorer les contrats d'exportation vers la Grèce et la Croatie. Le Kazakhstan avait décidé de mettre hors service ses MiG-31 qu'il a proposés aux enchères pour moins d'1 million de dollars. Il sera donc important de voir l'avenir
de cette vente, car l'Ouzbékistan est quand même un pays étonnamment russe et qui se rapproche cette fois-ci de la France pour son armement principal, c'est-à-dire les avions de combat, et surtout un changement de paradigme total dans la manœuvre aérienne, puisque piloter des Sukhoi ou des MiG, c'est pas du tout la même chose que piloter des Rafales dont la philosophie de pilotage n'est pas du tout la même. De plus, cela ferait également un bon apport stratégique, un accord stratégique aussi au-delà de l'aviation pour des matières premières, puisque les sous-sols ouzbeks sont riches en minerais, mais aussi en pétrole. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Pour compléter cette vidéo, nous allons parler un peu de géographie afin de mieux comprendre les enjeux stratégiques de cette annonce, puisque l'Ouzbékistan se trouve au fin fond des pays d'Asie centrale, de plus de 31 millions d'habitants en 2015, et il est entouré par le Kazakhstan à l'ouest nord-ouest, et au nord par le Kyrgyzstan à l'est, et le Tadjikistan donc au sud-est, mais aussi, incroyable, l'Afghanistan au sud-est et le Turkménistan au sud-ouest. Alors le territoire devient partie de l'Empire russe, puis de la République soviétique en 1924. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'hier que l'Ouzbékistan est sous le giron russe. Donc choisir des Rafales à la place des MiG ou des Sukhoi, ça veut vraiment dire quelque chose. Pendant la dislocation de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, le pays obtient son indépendance en 1991 sous la dictature du président Islam Karimov. Depuis la mort de ce dernier en 2016, c'est Chakav Mirziyoyev qui est président. Alors, tout au long de son histoire, le territoire de l'actuel Ouzbékistan fut la plupart du temps dominé par les grands empires environnants, des Turcs, des Perses, des Grecs, des Arabes, des Mongols ou Russes, pour devenir une république soviétique socialiste en 1924, puis un État à part entière en 1991. Les premières civilisations apparues en Ouzbékistan le furent en Sogdiane, Bagdian et Khorassan. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, ces États devinrent des parties de l'Empire perse, des Achéménides. Le pays fut pris par Alexandre le Grand en 327 avant Jésus-Christ, alors qu'il menait campagne contre Darius III. Cette conquête mit fin à la dynastie des Achéménides. Entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après Jésus-Christ, la Sogdiane et la Bactriane tombèrent entre les mains du royaume gréco-bactrien et des peuples nomades, des Yuezhi, des Scythes, des Parthes ou encore des Kushiens bouddhistes. Sous ces derniers, la ville sogdiane de Samarcande devint la plaque tournante de la grande route de la soie entre la Chine et l'Europe. Ce qui veut dire que avec les nouvelles grandes voies de la soie, les grandes routes de la soie de la Chine actuelle, moderne, qui passent bien entendu également par Samarcande, eh bien, si par exemple avec la diplomatie du Rafale, nous vendons du Rafale et donc nous sommes les principaux pourvoyeurs de la défense de l'Ouzbékistan, ce qui veut dire que on coupe
les routes de la soie de la Chine, et donc on coupe une partie des approvisionnements de la Chine en matières premières, de façon à limiter leur expansion économique et militaire. L'Ouzbékistan est occupé par les Turcs entre le 6e et le 8e siècle. Les Arabes, menés par les troupes du général Wajaba ben Muslim, conquièrent l'actuel Ouzbékistan en 712. L'autorité fut consolidée à la bataille de Talas. Ils instaurèrent l'islam auprès des peuples centra-asiatiques qui pratiquaient auparavant le zoroastrisme. Les Samanides furent la première dynastie perse à reprendre le pouvoir en Ouzbékistan entre 819 et 1005 après la conquête arabe. Alors, après Gengis Khan, le grand conquérant mongol Gengis Khan prit Samarcande en 1220 en renversant les Swatmarks, dont le règne fut assez courte durée. Il légua ensuite le pays de Transoxiane à son deuxième fils, Tchadgaïtaï. Tamerlan en 1336-1405, appelé également Amir Timour, lié à Gengis Khan par son épouse Sareh Mulkanoun, alias Bibi Kanoun, né près de Samarcande, a bâti un vaste empire incluant plusieurs pays de l'Asie centrale, dont le futur Ouzbékistan. Son empire tomba en 1507 aux mains des Ouzbeks de la dynastie des Chabandides. Tamerlan a laissé de grandes réalisations culturelles, artistiques et scientifiques, principalement à Samarcande et à Hérat. Le XVe siècle est appelé par les historiens modernes la Renaissance timouride, en particulier sous les règnes de Shahrukh, d'Ulbek et de Hussein Bakhara. Ensuite, il y a eu la conquête russe et l'époque soviétique. Les Russes arrivèrent dans la région à la fin du XIXe siècle après une victoire fulgurante des troupes du général Mikhail Tchernichev. Cette victoire s'inscrivait dans le cadre de la rivalité des Britanniques et des Russes dans la région. Les Britanniques furent prises de vitesse et les Russes soumirent d'abord l'est de l'actuel Ouzbékistan, incluant Takhent en 1867 et ensuite les Khanates de Bukhara en 1868 et de Khiva en 1873. Les territoires conquis furent regroupés dans un ensemble administratif appelé le Turkestan, et la région était encore arriérée et l'une des plus pauvres d'Asie centrale. Le taux d'alphabétisation était bas et les épidémies faisaient des ravages. En mars 1876, le Khanat de Kokand tombe à son tour aux mains de l'Empire russe et ils entreprennent des travaux d'infrastructure, début d'irrigation, infrastructure routière, construction et font venir des colons. L'Ouzbékistan, en tant que république et en tant que nation unique et distincte, doit son existence à l'Union soviétique, qui forme cette nouvelle entité territoriale le 27 octobre 1924, quand diverses entités territoriales de Turkestan, République autonome soviétique du Bukhara, République autonome de Kourens, furent réunies dans une République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Quelques mois plus tard, la RSS d'Ouzbékistan intégrera l'URSS. La capitale Samarcande fut transférée à Takent en 1930. Dans les années 20, le Paradji, voile intégrale, est combattu dans le cadre du Oudioum, révolution culturelle imposée par les communistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ouzbékistan accueillit plusieurs centaines de milliers de familles soviétiques évacuées de l'Ouest, dont de multiples orphelins de guerre, ce qui accéléra la russification de la République, surtout la capitale Takent. Une partie des industries lourdes de la partie européenne de l'URSS y fut également évacuée. Ces usines sont restées en Ouzbékistan après la guerre, contribuant à l'industrialisation de la République.
Le phénomène a largement façonné l'histoire d'Ouzbékistan dans les années 60-80. C'est le développement intensif de la monoculture du coton. Sous la pression de Moscou qui incitait à produire de plus en plus de coton, les dirigeants ouzbeks développèrent un système de falsification des statistiques. Le dirigeant ouzbek de l'époque, Slarov Rasinov, et son entourage furent impliqués dans l'affaire du coton imaginaire qui leur procura des gains substantiels. On parlait à l'époque d'une mafia du coton ou mafia ouzbek. Malgré l'ampleur de cette affaire, Rozov Rasinov est apprécié par l'actuel pouvoir ouzbek comme un dirigeant qui a beaucoup investi dans le développement de la République et qui a pu obtenir de Moscou une certaine autonomie. Depuis l'indépendance de 1990 à 2016, le pays est gouverné par un président autoritaire, Islam Karimov, à la suite de l'échec de la signature d'un nouvel accord constituant une URSS rénovée, dont il était le fervent défenseur le 31 août 1991, l'Ouzbékistan déclare son indépendance. Durant les premières années d'indépendance, le gouvernement ouzbek se consolide sous une étroite tutelle présidentielle. Le nouveau pays renforce sa présence sur la scène internationale, adhère à l'ONU et à d'autres organisations internationales, ouvre des liaisons aériennes directes avec de nombreux pays et entame de grands travaux de reconstruction urbaine et routière, adopte des mesures incitatives aux investissements étrangers. Cependant, le pays fait également face à des mouvements séparatistes au Karakhalstan, après que la République a essayé de se séparer en 1990. Sous la présidence de Karimov, tous les partis d'opposition, dont les plus influents sont Eric, La Volonté et Birlink Unité, sont interdits et le moindre courant dissident est réprimé. Il n'existe que des partis aux nuances peu compréhensibles aux observateurs occidentaux, mais qui soutiennent tous l'action du président. Les médias et tous les aspects de la vie sociale, politique, économique et même culturelle se trouvent sous une étroite tutelle et censure de l'appareil d'État. Entre 1999 et 2004, le pays subit des vagues d'attentats terroristes attribués aux islamistes radicaux. Le 13 mai 2005, le gouvernement ouzbek réprime dans le sang une insurrection populaire dans la ville d'Andijan. C'est le massacre d'Andijan qui fait des centaines de victimes. Le 3 septembre 2016, la mort de Karimov, qui maintenait son pays sous un régime dictatorial, avec des atteintes importantes aux droits de l'homme, une presse muselée, une opposition inexistante et un degré de corruption parmi les plus hauts du monde, est suivi de l'élection de son Premier ministre, Shakla Mikhaïlev, le 4 décembre, et un an plus tard, Human Rights Watch entrevoit dans le début de cette présidence des progrès démocratiques. Il accélère ainsi la libéralisation de l'économie, mais sur le plan politique, la démocratisation reste très limitée. D'un point de vue géographique, ce qui est très intéressant pour nous dans le cadre de la diplomatie des rafales, c'est qu'avec une surface de 447 440 km² partagée entre les plaines désertiques, les bassins et les oasis, et dominée à l'est par les montagnes, l'Ouzbékistan s'étend sur 1425 km d'ouest en est et 930 km du nord au sud. Frontalier au sud-ouest du Turkménistan, du Kazakhstan et de la mer d'Aral au nord, du Tadjikistan et du Kyrgyzstan à l'est, l'Ouzbékistan est le seul État d'Asie centrale avec une frontière commune avec ces 4 autres. Le pays partage aussi une frontière avec l'Afghanistan du Sud. Ces frontières prennent leur forme finale en 1936 avec l'intégration de la République autonome du Karakhalstan et à la RSS d'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est l'un des 2 seuls pays au monde, avec le Liechtenstein, à être doublement enclavé, c'est-à-dire qu'il faut traverser les frontières d'au moins 2 autres États pour avoir accès à l'océan mondial. L'Ouzbékistan est un pays essentiellement désertique,
dont seulement 10% des terres sont exploitées par l'homme, culture agricole intensive et vallées irriguées. Le Kizilkum, l'un des déserts les plus étendus d'Asie centrale, couvre une grande partie du territoire de l'ouest de l'Ouzbékistan. Une partie du désert de Karakoum traverse également le pays du sud-est. L'Amou Diara et le Sirdarya sont les fleuves les plus importants d'Ouzbékistan et d'Asie centrale et se jettent dans la mer d'Aral. La longueur totale de l'Amou Daria est de 1437 km, celle du Sirdarya est de 2137 km. Au nord-est et au sud s'étendent les chaînes de Tchansan et de Hisarlai. Les sommets les plus élevés du pays sont le Kadri Sultan, situé à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, avec 4643 mètres d'altitude, et le mont Adalou, qui culmine à 4301 mètres. Le climat est de type continental, sec et très contrasté, relativement froid en hiver, jusqu'à moins 10 dans certaines régions, très chaud l'été, 35 à 40 degrés voire plus. L'hiver 2007-2008 fut l'un des plus froids dans le pays, avec des températures atteignant les moins 30, ce qui n'avait pas été atteint depuis 40 ans dans une région aux hivers plus doux. La mer d'Aral, partagée entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, subit depuis les années 60 une diminution spectaculaire, situation qui représente dorénavant un véritable désastre écologique pour la région. Entre 1960 et maintenant, quand elle coulait 68 000 km² et 2000, sa superficie a été divisée en deux. L'évolution actuelle laisse présager la disparition totale de la mer d'Aral à l'horizon de 2025, c'est-à-dire dans 2 ans. Cela est principalement la conséquence des prélèvements permanents d'eau pour irriguer les cultures de coton. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec ce complément sur l'Afghanistan, et surtout si la vente de ces Rafales se fait, cela nous donne en réalité un porte-avions en Asie, ce qui nous permettrait surtout de regarder ce qui se passe en Afghanistan, qui est tout proche, mais également de couper le ravitaillement, une partie du ravitaillement de la Chine pour limiter son expansion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de me mettre des commentaires, de me poser des questions à l'issue d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.